Les Iraniens, je pense, ont lancé 2 missiles balistiques en direction de Diego Garcia, la base stratégique de l'océan Indien. Cela semble indiquer que les missiles iraniens sont bien plus performants, avec une portée bien supérieure à ce que l'on pensait auparavant. Apparemment, les 2 ont été interceptés en route, mais malgré tout, cela semble modifier considérablement la donne stratégique. Soudainement, l'Iran peut frapper au moins toutes les régions d'Europe, en supposant que Diego Garcia était la destination visée. Cela pourrait même aller bien au-delà. On pourrait penser que cela remettrait en question certains des calculs des Européens quant à leur participation ou non à cette guerre. Parce que, si eux aussi s'en mêlent, et que les Iraniens disposent de missiles capables d'atteindre l'Europe, alors je suis sûr que les Russes seraient très heureux de partager certaines données de ciblage. Peut-être sur quelques usines militaires allemandes ou sur les sites britanniques où sont fabriqués les Storm Shadow. Il semble simplement que toutes ces guerres soient très interconnectées. On a l'impression que tout cela pourrait très vite devenir incontrôlable s'ils décident de continuer à gravir cette échelle de l'escalade. Parce que, enfin, quelle autre signification voyez-vous à ces capacités de missiles? On nous avait dit qu'ils avaient épuisé tous leurs missiles, qu'ils en avaient pratiquement fini avec ça. Oui, les Iraniens avaient dit « Nous gardons nos meilleures armes pour plus tard ». Donc, soit les Américains mentaient, soit les Iraniens. Mais maintenant que ces missiles entrent en jeu, on ne peut s'empêcher de penser que peut-être les Iraniens, eh bien, il y avait au moins une part de vérité dans ce qu'ils disaient. Eh bien, en fait, j'ai vu hier quelque chose qui disait que les États-Unis et Israël réunis avaient détruit 320% de la capacité de missiles de l'Iran. 320%. Eh bien, écoutez, j'ai toujours dit, vous l'avez aussi vu en Ukraine où ils interceptent 200 missiles sur 150. Oui. Et en fait, comme nous en avons parlé la dernière fois, quand on regarde le nombre de missiles PAC-3 du système Patriot, les États-Unis n'en ont produit que 4620. Donc ceux-là peuvent abattre 2310 missiles balistiques. Or, la Russie en a tiré plus de 12 000. Donc bon, les chiffres ne tiennent tout simplement pas, mais la capacité de missiles de l'Iran est enfouie sous terre. Leurs installations de production sont souterraines. Et les États-Unis, à moins d'avoir une source humaine qui soit entrée là-bas, qui ait compté et fourni des informations directes, n'ont aucune idée de ce qui s'y trouve. Maintenant, Israël a eu de bons renseignements, mais dans ce cas, ils se sont lourdement trompés. Je serais prêt à parier que les missiles tirés sur Diego Garcia n'étaient pas nécessairement conçus pour frapper Diego Garcia, mais pour les forcer à tirer une partie de leurs missiles de défense aérienne, dont les stocks sont limités. En fait, je pense que l'Iran pourrait continuer à faire cela jusqu'à épuiser les réserves de défense aérienne à Diego Garcia. Ensuite, ils envoient les véritables missiles capables de l'atteindre. Donc vous savez, l'Iran a adopté une stratégie assez fascinante. Ils ne tirent pas à l'aveuglette, ils agissent de manière très méthodique et ils ont dit « Vous touchez à nos installations pétrolières, nous toucherons aux vôtres ». La possibilité de relancer la production pétrolière existe toujours. Je veux dire, elle n'a pas été détruite dans le golfe Persique au point qu'il faille forer de nouveaux puits et reposer des conduites, etc. Mais si les États-Unis, dans leur désespoir, empruntent cette voie, l'Iran, l'approvisionnement mondial en pétrole sera paralysé pendant des années, pas seulement 1 mois ou 2, mais au moins 2 à 3 ans. Eh bien, comment aborderais-tu ce problème alors?
Si Donald Trump décroche le téléphone aujourd'hui et appelle Larry Johnson, que lui dirais-tu pour s'en sortir? Parce que s'il cherche clairement une porte de sortie, je n'en vois pas. Je pense que c'est là le principal problème. Quelles que soient les exigences des Iraniens, que ce soit se retirer de la région ou imposer certaines limites ou contraintes à Israël, rien de tout cela ne semble être à sa portée. Il doit trouver un moyen. Son offre doit comporter un élément qui lui permette, je suppose, de déclarer la victoire, aussi creuse, vide ou manifestement absurde que cela puisse paraître. Il doit quand même donner quelque chose à sa base, en disant « Regardez, nous avons gagné. Regardez tout ce que nous avons détruit. Combien de gens nous avons tués. » Mais il ne pourra pas vendre cela s'ils doivent se retirer de leur base ou quelque chose du genre. Eh bien, il pourrait, en fait, vous savez, appelons cela la résurrection du JCPOA sans l'appeler ainsi. Je peux imaginer un scénario, même si je reconnais qu'il est peu probable, dans lequel Trump pourrait nous sortir de ce pétrin en déclarant « Hey, nous avons atteint nos objectifs militaires, nous avons vaincu l'Iran. » Et comme preuve de cela, l'Iran aurait désormais accepté de permettre des inspections complètes de l'AIEA sur ses sites nucléaires et de garantir qu'il n'enrichit pas d'uranium, tout en restant membre du traité de non-prolifération. Par conséquent, nous n'aurions plus besoin d'une présence militaire dans le Golfe Persique, puisque l'Iran aurait accepté de se comporter correctement et de faire partie de la communauté des nations. Vous savez, il pourrait réussir à le présenter de cette façon. Mais l'Iran, je ne suis pas sûr qu'à ce stade, l'Iran soit disposé à se soumettre à quelque forme que ce soit de contrôle international sur ses capacités d'enrichissement nucléaire. Je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience qu'ils doivent suivre la voie de la Corée du Nord. La Corée du Nord a la bombe et le reste du monde la laisse tranquille. C'est comme un port épique. Donc, c'est à peu près la seule option de Donald Trump. Il doit déclarer la victoire. Mais en déclarant la victoire, il va lever toutes les sanctions contre l'Iran et retirer les forces militaires américaines du Golfe Persique. Cela, bien sûr, va mettre les sionistes en colère. Mais Trump, eh bien, les dégâts qu'il a causés à sa coalition ou à la coalition qu'il a fait élire sont immenses, dévastateurs. On voit même Tucker Carlson s'exprimer avec force contre Trump à ce sujet. Il y a Marjorie Taylor Greene, Joe Rogan, Dave Smith, un humoriste très populaire, et Candace Owens. Elle a des millions d'abonnés à son blog ou à son podcast. Donc il y a vraiment un nombre croissant de personnalités influentes des médias alternatifs qui condamnent Trump, et je ne vois pas de retour possible pour lui à ce stade. Cela a été un coup fatal pour sa présidence. La seule chose qu'il avait, c'était la crédibilité d'un homme qui ne déclencherait jamais une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et bon sang, il en a déclenché une, et il n'arrive pas à l'arrêter. Eh bien, je pensais qu'une proposition vraiment audacieuse consisterait à relier cela à America First. C'est la nouvelle stratégie de sécurité nationale de décembre 2017. Elle abordait plus ou moins cette nouvelle répartition multipolaire du pouvoir, en suggérant que nous ne pouvons pas être partout et qu'il faut donc établir des priorités. Concentrons-nous sur l'hémisphère occidental, car nous ne pouvons pas laisser les Chinois dominer dans notre arrière-cour. Et bien sûr, l'Asie de l'Est, c'est là que se trouve notre concurrent de même rang. Mais, vous savez, cela implique de réduire notre présence et bien au moins de la diminuer, voire de se retirer d'Europe et du Moyen-Orient. Ce serait l'objectif. C'est en quelque sorte ce sur quoi il a fait campagne. C'est ce que la paix impliquait. Parce que dans ce dernier tweet, il dit, en fait, que l'OTAN est un tigre de papier, que les Européens nous ont trahis, qu'ils vont le regretter. Je veux dire, c'est une occasion parfaite de se retirer d'Europe.
Et cela s'accompagne aussi de ces commentaires selon lesquels, eh bien, le détroit d'Ormuz ne transporte pas notre énergie. Donc ce n'est pas notre responsabilité. Nous avons essayé d'amener le reste du monde à se joindre à nous pour nous aider à l'ouvrir, mais ils ne l'ont pas voulu. Vous savez, ils pourraient jouer cette carte, être small, et en somme, se retirer d'Europe et du Moyen-Orient. Essentiellement, si vous laissez la région autour du détroit d'Ormuz à l'Iran, c'est exactement ce que vous obtenez. Les États-Unis y auraient une présence très réduite. Mais je veux dire, encore une fois, il n'est pas un roi. Il ne peut pas tout décider lui-même. J'ai simplement beaucoup de mal à imaginer Trump capable de mener à bien quelque chose comme ça. Et c'est aussi difficile de présenter cela comme une victoire. Vous pouvez partir la tête haute, mais si vous partez comme en Afghanistan, en vous précipitant dehors parce que vous êtes vaincu, vous ne pouvez pas présenter cela comme une victoire. Et beaucoup des échecs, je suppose, dans cette guerre, tiennent à la capacité de la vendre. Les récits partent dans tous les sens. Eh bien, en réalité, c'est là qu'il a commis sa première erreur fatale. Même George W. Bush avait compris qu'il devait présenter des arguments, et il a essayé de le faire devant l'ONU, mais il devait aussi convaincre le peuple américain de la nécessité d'envahir l'Irak. Tout cela reposait sur des mensonges, mais les Américains y ont cru, et il a donc bénéficié d'un soutien majoritaire au départ. Cependant, il a aussi découvert que ce soutien était assez fragile, et s'est évaporé lorsque la mission accomplie s'est transformée en une longue guerre de guérilla. Et vous savez, l'un des aspects intéressants de cette guerre d'insurrection, c'est qu'il y avait des chiites qui s'opposaient aux États-Unis, mais aussi des groupes chiites soutenus par l'Iran qui combattaient aux côtés des États-Unis contre les combattants de l'État islamique. Donc vous savez, encore une fois, les États-Unis n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient, la complexité de la situation. Et en ce moment, nous sommes coincés, car nous devons dépenser des ressources militaires. Et certaines de ces bombes, pour en fabriquer de nouvelles, nécessitent quelque chose qu'on appelle le gallium. Eh bien, cela vient de Chine. Et la Chine a dit « Désolé, nous ne vous en enverrons plus ». Ils ont également coupé l'accès aux terres rares, qui sont essentielles pour certains systèmes d'armes et armements, des choses comme les radars. Donc vous voyez, les États-Unis ont perturbé, et peut-être même endommagé de façon permanente, leur chaîne d'approvisionnement nécessaire au fonctionnement du complexe militaro-industriel. Et en même temps, cela consomme des ressources qui ne sont pas facilement remplaçables. Donc vous savez, elles ne vont pas s'épuiser demain, mais ils se préparent toujours à une confrontation. Vous savez, nous allons avoir une confrontation avec la Chine, et la Chine, intelligemment, se dit « Ces imbéciles vont nous attaquer s'ils en ont l'occasion. » Alors nous n'allons pas les armer, ni leur donner ce dont ils ont besoin pour fabriquer des armes qu'ils utiliseront contre nous. Non, ça n'arrive pas. Eh bien, les radars dont vous parlez coûtent des centaines de millions de dollars et ils nécessitent du gallium. Ce n'est pas seulement que la Chine exerce un contrôle écrasant, c'est que 88 à 89% de la production se trouve en Chine. Ce qui signifie que, si les États-Unis veulent faire la guerre à la Chine, ils doivent en quelque sorte demander à la Chine la permission de leur vendre les terres rares dont ils ont besoin pour l'attaquer. C'est donc un jeu assez terrible qui se joue ici. Je veux dire, disons les choses ainsi. Hey Glenn, pourrais-tu me vendre une arme et des munitions parce que je vais t'en servir pour te tuer? Alors, à quel prix me la vendrais-tu? Je ne pense pas que tu me la vendrais. Non, et je pense. Mais aussi, si les Chinois voulaient perturber et refuser les ventes aux États-Unis,
cela pourrait être perçu comme une perturbation du commerce international. Mais le fait que les États-Unis ont déjà lancé cette guerre commerciale contre les Chinois. Donc s'ils ripostent en limitant ce type de terres rares, cela semble approprié. Donc non, c'est juste que la grande stratégie d'ensemble semble absente. Le grand quoi? Quel était ce mot que tu as utilisé? C'était stratégie. Oui. Chaque fois que je prononce le mot stratégie, quand je parle à des gens comme le colonel Douglas McGregor, il me dit toujours, Glenn, il n'y a pas de stratégie. Arrête d'utiliser ce mot. Ouais. Oh, je serais comme Mandy Patinkin dans le film The Princess Bride. Et tu trompes complètement, Sean. Tu sais, stratégie. Et Son, dans le film, n'arrêtait pas de dire inconcevable, inconcevable. Et Mandy Patinkin a fini par dire je ne crois pas que ce mot signifie ce que tu penses qu'il signifie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pendant ton week-end chargé. J'apprécie vraiment. Et oui, passe une bonne journée. Ni très bien, mon ami. Soin de toi.